petit topo sur le Rakamono, comme certains l'appellent, que ceux qui sont en présentiel ont pu voir sur le parking, ou plus précisément au-dessus du local. La question étant, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, et pourquoi, et qui sont ces fous-là? Donc c'est une présentation que je fais avec la casquette Adrelis. Le système qu'on a installé là, c'est un système qui est d'abord expérimental, mais qui est un système expérimental de récupération. Le tableau global, c'est l'Institut Polytechnique de Milan, qui a, le 15 mars 2025, mis en orbite une constellation qui s'appelle Hermes Pathfinder, dont l'objet est de faire un détecteur gamma rayon X distribué en orbite. Donc il y a 6 CubeSats pour cette petite constellation, ils se sont rendus compte après quelques jours de tentatives de prise de contact que certains satellites ne recevaient pas les télécommandes. Et la supposition a été assez rapidement d'un défaut de déploiement du WVHF qui reçoit donc les télécommandes à bord du satellite. Donc on a cherché à savoir combien perd-on quand on a un WVHF qui n'est pas déplié sur un satellite. Alors c'est des satellites qui sont des 3U, mais moi il se trouve que j'avais déjà pour d'autres besoins fait une maquette électromagnétique de satellite en bois et que la technique d'évaluation des pertes a été de reprendre cette maquette de satellite en bois recouvert de cuivre, là c'est une maquette électromagnétique, et de visser dessus une carte antenne, la même que celle qui était utilisée par l'Institut Polytechnique de Milan, et de tester les différentes configurations avec quelles sont les pertes qu'on a quand les WVHF sont pas déployés, quand il n'y a que la moitié de déployés, quand ils sont pas déployés mais que l'UHF est déployé, enfin toute la combinatoire qui va avec le fait que la même carte porte un WVHF et un UHF, et que évidemment il peut y avoir des fuites du cross-coupling entre ces différents doublés, et que la réalité est probablement que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne probablement par cross-coupling dans la situation où on est entre la réception VHF et le doublé UHF. Et donc, de combien est l'isolation au final? La question est celle-là. Donc, on allait voir, comme on est dans les bandes, alors on est proche des bandes amateurs, dans les bandes pro VHF, UHF qui sont spatiales, qui sont juste à côté des bandes amateurs. Hein, donc, on est à 401 mégas au lieu de 435 pour la voie descendante, et on est à 149 pour la voie montante au lieu de 145. Mais bon, donc on est allé voir nos chers clients du Latmos, donc à Guyancourt, qui est un labo du CNRS qui nous avait acheté une station sol qui avait des moyens VHF, UHF dans ces bandes-là. Et on a lâchement profité du fait qu'ils venaient juste de faire une plateforme au milieu d'un champ en face de l'antenne pour pouvoir déplacer l'antenne. Et donc on est allé tester. Je crois que non, il n'y a pas d'autres photos de la manip, mais on est allé donc placer notre maquette de satellite en bois en face de l'antenne. On a mis l'antenne en émission à très faible puissance. Donc on a mis la station Sarah. Donc là on voit la parabole et puis on voit un petit peu à droite et à gauche de la parabole, on voit les Yagi VHF UHF. Donc on a mis en émission à très faible puissance l'émetteur de la station, et on a évalué en mesurant sur le coax qu'on voit dépasser sur la maquette en bois là, on a mesuré quelle était la différence de niveau reçue dans les différentes configs de défaut de déploiement possible. Le résultat est qu'on a une perte de l'ordre de 30 dB, et probablement dans une configuration où on n'aurait que le doublé UHF de déployer. Donc si le doublé UHF est déployé et que le WVHF n'est pas du tout déployé, par cross-coupling à l'intérieur de la carte antenne,
probablement par cross-coupling, on a des pertes de l'ordre de 30 dB. Donc il faut augmenter le signal émis de 30 dB pour pouvoir arriver à faire quelque chose, espérer passer une télécommande. Les informations qu'on a, parce que comme la grosse question c'est avec quelle marge on est reçu par les satellites, puisque la carte radio utilisée pour le TMTC, donc pour la réception de télécommande par ce satellite-là, est entre guillemets bloquée dans un mode à 25 kilobits par seconde, donc assez rapide. Donc on n'a pas d'idée très précise de la marge qu'il y a pour passer ces télécommandes. Donc ils ont fait un peu des manips, ils ont diminué la puissance petit à petit pour voir sur le satellite qui fonctionnait jusqu'à combien ils pouvaient descendre pour avoir un fonctionnement à peu près, pour pouvoir avoir un fonctionnement en limite de fiabilité. Et ils se sont rendus compte que avec 50 watts dans une Yagi qui a 14 dBi de gain, c'est-à-dire 60 dBm EIRP, c'était à la limite de ce qui était... ils arrivaient à passer une portion des télécommandes dans cette config-là. Et donc, si on rajoute 30 dB à cette histoire-là, ça nous donne 91 dBm EIRP. 91 dBm, ça vous échappe pas, ça fait 9 zéros quand on est en milliwatts, ça fait donc 6 zéros quand on est en watts, ça fait 1 mégawatt EIRP. Ça, c'est pour rigoler, parce que évidemment physiquement ça n'a pas de sens, mais je vous ai mis une photo d'une centrale solaire de 1 mégawatt à côté. Voilà. Évidemment, c'est EIRP. On n'a pas un émetteur qui est isotrope, donc on n'a pas besoin de tout ça, mais quand même. Donc pour répondre à cette exigence, on a cherché dans les solutions qui sont traditionnellement utilisées dans le monde du radar en VHF. Et on a cherché une solution qui nous permette d'atteindre, voire dépasser ces 90 dBm EIRP. Le choix qu'on a fait, ça a été d'aller vers une architecture où on a 8 Yagi, on a 8 antennes Yagi qui dans le système nominal, ont 26 dB de gain, 26,5 dBi de gain. Dans ça, c'est la limite du raisonnable de ce qu'on peut faire en termes d'aérien. En groupement de 8 antennes, sur des antennes qui ont ces gains-là, ça veut dire que grosso modo, on a besoin de 3,50 m entre antennes. Voilà, et donc on est sur une configuration qui fait en gros 12 mètres de long, pour des antennes qui elles-mêmes font aussi 12 mètres de long. On est sur la limite des choses qui sont manipulables et qui ont des ordres de grandeur physique où on peut jouer. La question est, du coup, combien il faut mettre de puissance pour arriver à 90 dBm EIRP dans cette configuration-là? La réponse est 4 kW RF. Voilà. Donc du coup, comment fait-on pour avoir ces 4 kW RF? Alors traditionnellement, les gens qui font de l'EME font des gros amplis qui soit couplés, soit pas couplés d'ailleurs. Et puis ils montent ça dans le coax, dans un gros coax qui monte dans les aériens, puis ils ont des coupleurs dans les aériens. Nous, on a fait le choix d'envisager la chose différemment parce que notre spécialité chez Adrelis, c'est de dire que on déporte toute la radio en haut du pylône et que ce qu'on monte, c'est que du numérique et que tous les émetteurs sont en haut. Donc on a dit, c'est pas grave, on va monter le triphasé du coup. D'habitude on monte du 48 volts, là on va monter du triphasé. On a une architecture où en haut de mât on a notre armoire standard avec l'ampli de 80 watts standard quand on fait des VHF. Et cet ampli de 80 watts standard, ce n'est que le driver pour des amplis. Et on a fait le choix de faire une architecture distribuée. C'est-à-dire qu'avoir en haut de mât un ampli de 4 kW, ça nous semblait une mauvaise idée. Donc on a fait le choix de dire, puisqu'on a 8 Yagi, pourquoi pas mettre 8 amplis, un ampli par Yagi. Alors chacune de ces Yagi, elle a son coupleur pour être en polation circulaire.
Mais bon, voilà, donc on considère l'ensemble de Yagi croisés, là, on considère ça comme une antenne. Et donc, pourquoi on ne mettrait pas, si on arrive suffisamment bien à maîtriser la phase de ce qui se passe dans les coax et dans les splitters, bah, si on met un splitter 4 voies au niveau de l'armoire radio de Audma, on n'a plus qu'à faire 4 boîtes. Dans chaque boîte, on met un ampli de 500 watts, on met 2 amplis de 500 watts dans chaque boîte, et puis chacun de ces amplis de 500 watts va débiter dans une des Yagi. Et ça, 8 x 0,5, ça fait 4000, ça nous fait nos 4 kW et le tour est joué. Et donc voilà le choix d'architecture qu'on a choisi, qu'on a proposé, qu'on a choisi, ce qui est de garder une architecture de station sol satellite classique, alors, utilisant le positionneur qu'on utilise d'habitude, parce qu'on a l'habitude de déplacer des paraboles qui de 2,40 m, et puis voire des choses un peu plus exotiques même parfois. On a regardé en termes de prise au vent, le groupement de 8 Yagi avec le truss horizontal à une prise au vent qui ressemble à celle de notre parabole de 2,40 m qu'on monte traditionnellement, enfin classiquement sur nos systèmes en standard. Et donc on se dit, bah voilà, du coup, c'est-à-dire que notre positionneur, il peut faire le job, le positionneur qu'on utilise d'habitude. Voilà. Donc la particularité du système, c'est vraiment ça, c'est le fait que les amplis soient distribués et la question de maîtriser la mise en phase de tout ça. Voilà, donc ça, je vous ai dit, il y a quatre alimentations qui sont là-haut. Chaque alimentation alimente un bloc de 2 amplificateurs. Donc il y a 2 amplificateurs de 500 watts par boîtier PA, et chacun allant vers une Yagi. Donc bon, je vous passe un peu ça. Le sujet, c'est simplement de dire que l'armoire RF, elle est sécurisée. En fait, c'est l'architecture traditionnelle de nos stations sol, où on prend en compte la question de la souveraineté, parce que quand on commence à avoir un jouet comme ça veut dire que c'est un jouet qui permet de bloquer la réception des autres satellites. Hein. Donc il ne faut pas faire de bêtises. Ce truc-là permet d'empêcher toute communication VHF avec un satellite qui passe au-dessus, quoi. Donc faut pas faire n'importe quoi. En termes de sécurité, on a fait le choix de garder l'architecture qu'on a d'habitude, avec qui garantit un chiffrement jusqu'en haut du pylône. Et donc on monte que du numérique et sur une fibre optique, et c'est intégralement chiffré jusqu'au bout. Donc voilà l'armoire de Audma, à quoi ça ressemble. Ça c'est l'ampli de driver. C'est l'ampli driver qu'on a développé pour nos besoins de station sol d'habitude. Hein. C'est l'ampli de 80 watts VHF qu'on a en catalogue standard, qui a du monitoring, du direct, du réfléchi, de la consommation, de la température, etc. par Buscan. Ça, c'est les amplis qu'on a développés spécifiquement pour le besoin. Donc vous avez le boîtier avec les 2 amplis de 500 watts. Et vous voyez le splitter. Donc la fiche N que vous avez, je ne sais pas si on voit la souris, non on ne voit pas la souris. Vous avez la fiche N qui arrive, qui part sur un splitter avec des coax de 75 ohms quart d'onde, qui arrive jusque à l'entrée de la carte ampli. On voit d'ailleurs que sur l'entrée de la carte ampli, on a prévu une petite ligne d'ajustement, un petit trombone d'ajustement pour ajuster la phase. Pour avoir tous les amplis qui soient homogènes en phase. Et en réalité, alors le sujet, c'est pas les transistors, c'est pas le filtre de sortie, tout ça. Hein, tout ça, avec les composants modernes, on a suffisamment de répétabilité sur les tolérances pour qu'il n'y ait pas tant de sujets que ça. Le sujet, c'est le transfo d'entrée de l'ampli, puisque c'est 2 transistors en push-pull, et donc il y a un transfo d'entrée pour chacun de ces amplificateurs. Ce transfo-là d'entrée, il est réalisé à la main sur une ferrite binoculaire avec du fil, et donc là-dessus, c'est fait par un être humain, et il n'y a pas la même répétabilité que sur quelque chose fait par une machine. Donc les petites variations, on peut se permettre de bouger de 5 degrés avec le trombone à coulisses là, sur le PCB en entrée, et ça nous permet d'ajuster les petites variations de fabrication qu'on a sur le transformateur d'entrée des amplis.
Il faut quelques alimes, donc voilà, il y a 4 blocs avec 2 amplis, donc il y a 4 alimes, une alime pour chacun de ces blocs. C'est des alimes qui sont faites pour être installées en extérieur, elles sont IP69, sans ventilation, complètement résinées, enfin voilà, donc c'est des alimes qu'on achète sur étagère, c'est des alimes 48 volts achetées sur étagère, faites pour être installées en extérieur sur des BTS Télécom, hein. Le marché de ces trucs-là, c'est des BTS Télécom. Là, on sort un peu de ça, mais enfin, voilà, ça reste de la radio. Notre positionneur que vous avez pu voir sur la table tout à l'heure, avec une photo de Sylvain en train de préparer l'installation sur un autre site. Ça, c'était un site à Grasse chez un autre client où on était en train d'installer. Donc, c'était pour vous montrer une photo du positionneur, à quoi il ressemble. Même les présents peuvent en voir un sur la table, donc vous avez plus de chance. Et quelques photos de comment est fait ce positionneur, de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous avez sur la petite droite de l'écran, vous avez la carte contrôleur. Donc, qui est directement connecté en Ethernet au PC embarqué, et puis les codeurs de mesure qui permettent d'avoir le retour de position sur les 2 axes. Alors, ce qu'on a cherché à faire, c'est de voir, on va en profiter parce qu'on va jouer un peu. On n'a jamais eu notre rotor, on l'a jamais eu aussi chargé. On s'en sert d'habitude avec notre parabole qui est aussi lourde. La parabole, le système qu'on met d'habitude, il fait en gros dans les 300 kg. Voilà. Mais donc là, ça fait l'ordre de grandeur, il est à peu près par là aussi. Mais surtout, la particularité, c'est comme il fait 12 mètres de long, il y a une inertie beaucoup plus grande que sur le système qu'on a d'habitude. Et donc on dit ça permet de profiter, on va pouvoir en jouer un peu pour voir notre PID, comment il se comporte et quelle est l'erreur de positionnement réelle qu'on a avec ce système-là. Donc j'ai pris une passe du satellite Hermès numéro 4, je crois, c'était, qui était une passe assez élevée parce que c'est intéressant de voir quand ça monte un peu en vitesse. Hein, donc on commence à avoir des vitesses un peu importantes sur chacun des axes, c'est quand on a des passes proches du zénith. Donc là, c'était une passe qui était à un peu moins de 80 degrés d'élévation. Donc une passe assez élevée où on commence à arriver aux limites de 6 degrés par seconde sur l'axe d'azimut. Donc on a cherché, on a fait un petit soft bad in the middle entre SatDump, parce qu'on utilise SatDump pour le positionnement, et puis le contrôleur de rotor pour loguer ce qui se passe entre les settings et le retour de position. Donc ça permet de sortir un fichier CSV avec les sets et les get de position du rotor et pouvoir tracer l'erreur de positionnement réel. Et ce qu'on a pu constater, c'est que sur une passe comme ça qui est exigeante, on reste largement sous le 10e de degré de précision, 10e degré RMS de précision de positionnement. Et donc voilà, ça veut dire que non seulement pour le besoin de cette manip-là, on est large, parce qu'avec un groupement de Yagi comme ça, l'ouverture reste de l'ordre de 8 degrés à peu près. Hein, donc on est très largement suffisant par rapport aux besoins de la manip, mais ça nous permet, nous aussi, de caractériser notre positionneur pour d'autres applications. Donc notamment, on a des clients qui s'en servent en bande QV, pour lesquels l'angle d'ouverture à moins 3 dB de la parabole est de l'ordre du 10e de degré, et ça permet de valider que le système, même pour du 60 GHz, pour des paraboles de 2,40 m à 60 GHz, reste utilisable en tracking. Ce n'est pas uniquement en positionnement et je bouge plus, ça reste utilisable en dynamique. Voilà. Donc ça, c'est une petite photo vue du toit. Alors comme il y a les bâtiments derrière, c'est peut-être pas super clair, mais vous pouvez voir les 8 Yagi. Là on pointe à 90 degrés, donc on pointe vers le ciel, et vous voyez donc les Yagi, les groupes d'amplis, donc les 4 groupes d'amplis avec 2 amplis par groupe, et les alimentations qui sont installées au plus proche possible du rotor pour limiter l'inertie. Évidemment, quand le truc se met à tourner, on n'a pas envie d'avoir... Les alimentations
segmentations, elles font 22 kg chacune. Il y en a 4, donc on n'a pas envie que ces trucs-là soient au bout du bras de 6 mètres. Là. Donc on les a rapprochés le plus possible de l'axe de rotation. Voilà, et les antennes qu'on a utilisées, alors oui, pour l'installation de démonstration, on a utilisé des antennes un petit peu plus petites que les antennes qu'on imagine pour le système final. Donc là, cette installation, elle sert à démontrer que c'est possible de parler à ces satellites. Dans l'étude, on avait décidé de dépasser les 90 dBm EIRP, donc vous avez vu le chiffre de 92,5. 92,5, c'est avec des antennes qui ont 17 dBi de gain. Sauf que ces antennes-là, elles font 12 mètres de long, et ici, on n'a pas le dégagement, même le mât remonté au maximum, on n'a pas le dégagement avec le toit du bâtiment pour pouvoir mettre ces antennes-là. Donc pour le démonstrateur, on a dit, bon, on va mettre des antennes un peu plus courtes, donc 2 fois moins courtes, et donc qui ont 3 dB de gain de moins. Les lois de la physique sont dures, mais ce sont les lois. Donc on a mis des antennes qui ont 14 dBi de gain, ce qui sont les antennes classiques qu'on monte en standard sur nos systèmes, et ça gâte rien, ça permet d'aller juste taper dans le stock d'antennes plutôt que d'en commander des spécifiques pour faire une manip dont on n'était pas absolument certain qu'elle fonctionnerait. Ici, dans le système que vous pouvez voir devant la porte, ce sont des antennes qui font 6 mètres de long et qui ont 14,5 dBi de gain. Celles qui sont prévues dans le système définitif, ce sont des antennes qui font 12 mètres de long et qui sont des 17,5 dBi de gain. Donc l'installation a été terminée le 24 février, donc il y a vraiment pas longtemps. Donc Paris Tenu, il y avait une exigence lourde là-dessus parce que l'agence spatiale italienne avait annoncé à l'Institut Polytechnique de Milan qu'ils allaient débrancher la prise s'il n'y avait pas de contact établi avant fin février. Alors le mois de février était un peu compliqué, on a eu la tempête Niels, on a eu tout ça, donc on n'a pas pu faire beaucoup mieux. On voulait installer autour du 12 et ça n'a pas été possible. Donc on a installé le système, on a terminé l'installation le 24 et on a réussi à établir le premier contact, passer la première télécommande avec le satellite Hermes H2. Je suis en retard de 1 minute. Ah non, il reste 1 minute ou je suis en retard d'1 minute? J'ai presque fini. J'ai en retard de 2 minutes. Alors, j'ai presque fini. Donc, le premier contact a été établi le 26. Et donc, Paris Tenu, on a réussi à établir le contact avec les satellites de la constellation Hermès avant fin février. Et au passage, on a pu passer des télécommandes pour voir l'état des switches des trappes, pour voir si cette année doublée était effectivement ouvert ou fermé, et les straps sont bien fermés, donc les doublés ne sont pas déployés. Donc l'analyse de la problématique était bonne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu qu'on est ric-rac, on a 89,5 dBm EIRP en gros avec le système qui est là. Pour que ça fonctionne, ce sont toutes les passes au-dessus de 70 degrés qui fonctionnent. Parce qu'on savait qu'il manquait, qu'il fallait plus, et que dans le système final, il nous fallait 92,5, et on savait qu'il fallait chercher ça. On savait que c'était jouable et qu'on pouvait démontrer que c'était possible avec cette installation-là, mais en pratique, on est à la limite. C'est-à-dire que ça fonctionne, on a pu passer des télécommandes plusieurs fois, sur plusieurs passes, mais sur des passes favorables où le satellite est en gros, disons, au-dessus de 60 degrés d'élévation. Voilà. Donc évidemment, ça a été l'euphorie. L'euphorie à Milan, en plus c'était juste après la fin des JO, donc... pour terminer, on verra tout ça sur le parking, des photos du matériel en bas. Voilà, quand même, vous avez les amplis, donc les quatre groupes d'amplis, les pylônes au sol. Ça fait un peu de matériel. Ça fait un peu de matériel qu'il a fallu monter là-haut. Et puis une vision un peu zoomée du fameux Rakamono. Voilà, je vous remercie.